Ok, bah, du coup, après la brève introduction qu'on vient de faire, on va passer aux différents thèmes en fait qu'on a décidé d'aborder pour essayer de traiter le sujet de l'adoption depuis une vision politique. Pour commencer, on a pensé que c'était assez intéressant de parler de ce qui est le processus d'assimilation, qui est quand même assez intrinsèque à l'adoption ou d'intégration, en fait, ça dépend du mot qu'on veut utiliser. Moi, j'ai l'habitude de parler en général, de dire que ce sont des principes qui sont quand même très, très similaires aux principes d'assimilation qui ont été appliqués aux différentes populations racisées en France. Et j'ai un peu tendance à dire que nous, on est peut-être un peu la partie encore plus exacerbée de ce que serait l'intégration ou l'assimilation. Ce que j'ai pu aussi noter en lisant, par exemple, des analyses de psychologues sur l'adoption, c'est vrai que le mot intégrer revient assez régulièrement. On voulait vous proposer aussi un témoignage qu'on a lu sur le blog qui s'appelle Être adopté. Le témoignage donc d'un adopté d'origine vietnamienne qui évoque donc son assimilation. Alors, je vais vous lire l'extrait. Donc, l'assimilation, je me rends compte à quel point on a voulu m'assimiler en voulant me rendre plus blanc que blanc, en me faisant clairement comprendre que j'étais inférieur par rapport aux autres. Puis, petit à petit, je me rends compte que j'ai vraiment voulu devenir plus blanc que blanc pour qu'on arrête de m'insulter ou de me dénigrer par rapport à mes origines, sachant que je ne connaissais absolument rien de celle-ci ou de la culture associée. S'assimiler, c'est sûrement la voie la plus facile pour, d'une part, s'intégrer, entre guillemets, et surtout pour arrêter de subir le racisme. Finalement, c'est comme si je pensais, quand j'étais enfant, que je méritais aussi, entre guillemets, le racisme parce que je n'étais pas assez assimilée ou je ne faisais pas assez d'efforts. Donc, il nous a semblé intéressant d'aborder ce thème de l'assimilation et je pense que ce témoignage qu'on trouve donc sur le blog Être adopté est assez parlant au niveau de ce que ça renvoie en tant qu'adopté, cette assimilation forcée. Donc, il ne faut pas oublier que l'adoption, c'est à la fois une assimilation qui repose aussi sur une séparation, mais ça, on en parlera plus tard de cette séparation. Et en fait, le processus d'assimilation, c'est aussi un processus qui s'est retrouvé dans l'histoire dans des pays comme les États-Unis, comme le Canada ou aussi l'Australie, où on a assimilé de force, on a séparé et assimilé de force des enfants autochtones ou des enfants noirs pour les acculturer et les blanchir. Donc ça s'est passé, c'est un phénomène qui s'est passé notamment au 19e, début 20e siècle. Et je pense qu'il y a des points communs à faire avec l'adoption internationale et transraciale telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un phénomène moderne en fait qui a pris ses origines en Corée du Sud suite à la guerre, à la fin de la guerre de Corée du Sud au début des années 50. La Corée du Sud, c'est aussi en quelque sorte le laboratoire de l'adoption internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin ce système tel qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, il a commencé avec deux évangélistes, un couple d'évangélistes américains qui s'appelle donc Holt. Holt, c'est encore le nom d'une agence d'adoption au niveau international qui a la main mise, enfin qui est vraiment qui a un monopole, qui est hyper connu justement, enfin voilà, qui a pris de l'ampleur grâce justement aux adoptions qui ont débuté en Corée du Sud. Il faut savoir, juste, je fais un petit point, mais Holt, en fait, dans les livrets qu'il distribuait aux parents adoptants dans les années 50, il était clairement dit que il fallait, c'était vraiment le mythe du sauveur blanc, qu'il fallait sortir de la misère, de l'obscurité les enfants sud-coréens pour les amener dans la lumière et dans la chaleur des foyers américains, quoi. Donc on a clairement ici dès le départ cette idée, cette vision du sauveur occidental, du sauveur blanc qui va sortir des pauvres enfants de leur misère, quoi. Et Et ça va jusqu'à un tout petit peu plus loin que ça, parce que on tombe vraiment dans des principes évolutionnistes en fait. C'est-à-dire la société blanche qui représente la lumière, la civilisation, qu'on oppose à la société sauvage, complètement en fait. oui, il y a clairement une vision ici suprémaciste blanche qui est, euh, qui est mise en avant, quoi. Et puis Holt aussi, juste pour terminer là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi de l'évoquer, pour montrer aussi à quel point c'est un système Holt a installé assez vite
des orphelinats, des maisons d'accueil aussi pour les mères célibataires, parce qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, c'est beaucoup des femmes non mariées qui vont abandonner, mais il faut savoir aussi que ça, c'est un système qui a été entretenu aussi par le gouvernement, de donner plus d'argent, par exemple, aux orphelinats qu'aux parents célibataires pour pouvoir élever leurs enfants. Et donc, du coup, Holt, c'est vraiment une usine. C'est une usine, et je pense que les autres agences d'adoption ont pris modèle sur ce qu'a fait Holt dès les années 50. C'est une usine, que ce soit avant la naissance jusque l'adoption, le fait de. Enfin, voilà, c'est de voilà, l'industrialisation de l'enfance, en fait, quoi. exactement. Et je pense que le seul service qui pêche vraiment dans tout ce système-là, dans tout ce processus, dans cette industrie, dans cette usine de l'adoption, ce qui pêche, c'est le service de post-adoption, clairement, quoi. C'est pas dans ce service-là qu'ils mettent le plus d'argent, quoi. C'est super intéressant, hein, je connaissais pas tout. Enfin, j'avais une idée de certains autres endroits, mais j'avais pas eu le truc complètement détaillé. C'est vraiment hyper intéressant. Et pour revenir un peu, comme on est toujours dans le truc sur l'assimilation, moi j'ai constaté, j'avais vu spécifiquement, je peux pas dire la référence parce que je me rappelle plus. C'était un reportage que j'ai vu il y a un moment de ça, mais je sais qu'ils le font dans d'autres pays aussi du Sud. Ils préparent en fait les enfants, donc les enfants qui sont plus des bébés, mais qui sont des enfants en bas âge. Ils les préparent en fait aux bonnes manières européennes. C'est-à-dire, en fait, on est encore toujours dans le même patron civilisateur les petits-enfants du Sud ne savent pas répondre aux bonnes manières blanches européennes. Donc, avant l'adoption, pour qu'ils soient déjà en processus d'assimilation pour répondre aux besoins des parents, eh ben, on leur apprend les bonnes manières. Qu'est-ce que ça veut dire, les bonnes manières? C'est hyper. En plus, c'est pas du tout objectif dire les bonnes manières. Mais j'avais vu qu'ils leur apprenaient, par exemple, comment s'exprimer dans un bon anglais ou un bon français, comment se tenir à table, les couverts et des choses un peu basiques comme ça. Donc, ce qu'on peut plus ou moins constater avec l'assimilation, c'est qu'on a quand même différents modes de blanchissement, si je peux l'appeler comme ça, des adeptés du Sud global. Et moi, souvent, je dis que c'est un blanchissement qui se fait sur plusieurs étapes parce que c'est un blanchissement légal. Légal dans le fait où, par exemple, il y a une annulation totale de notre première identité. C'est-à-dire qu'on est souvent avec un passeport du Sud, avec des prénoms, des noms de famille du Sud. Mais une fois qu'on arrive en France, cette identité-là n'est plus valide et est complètement annulée. Sinon, il y a tout le côté socioculturel, c'est-à-dire que comme on est, on va dire, extirpé, pour trouver un mot, de nos pays du Sud pour être dans les pays du Nord, on perd tout le côté culturel et souvent les parents adoptés ne savent pas du tout bien travailler en fait le côté relation en fait avec nos origines et des fois ça devient très exotisé donc on n'est pas du tout dans une dynamique pour moi qui est très saine en fait au niveau de comment apprendre nos cultures et il y a des personnes des parents adoptés qui clairement s'en foutent. Enfin, faut être quand même clair et qui élèvent les personnes dans quelque chose qui est très 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 blanc. C'est pour ça que je dis que c'est un peu socio-culturo-psychologique parce que je pense vraiment que ça agit sur ces trois choses-là, en fait. Forcément, ça a des conséquences, hein, cette assimilation forcée. Euh, la, Par exemple, une des conséquences, c'est une prise de conscience qui est plus lente des mécanismes de pression en lien avec l'adoption. Souvent, on a aussi affaire à un fort déni de la part des adoptés voilà, et des difficultés également à nommer les choses que l'on vit, des problématiques que l'on vit. Une autre conséquence, c'est également le fait que les adoptés sont perçus comme des privilégiés. Et en général, ce qu'on nous dit quand on commence à critiquer le système de l'adoption, soit on nous pathologise, c'est-à-dire qu'on va dire oh là là, vous avez vraiment, vous êtes en souffrance, vous avez vraiment du mal vivre votre adoption, etc. Mais c'est pas là le problème en fait. Et soit on nous dit mais de quoi vous vous plaignez? On vous a sauvé. Enfin, c'est un peu ça l'idée. On vous a sauvé. L'adoption c'est pas un thème comment dire, qui est en soi un problème. C'est plutôt une solution parce que ça encore ça fait partie de la narration dominante de montrer l'adoption comme une solution alors que non.
Et donc, Mhm. on nous renvoie au silence. On nous renvoie au silence dans le sens où on nous dit, bah, de quoi vous vous plaignez, vous êtes des privilégiés. Et ça, c'est à mettre aussi en relation, je pense, avec les rapports de classe. Le fait que souvent, ce sont des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Hein. On peut parler de pouvoir d'achat pour l'adoption, parce que moi, je le mets clairement en lien avec un certain business, hein, puisqu'il y a de l'argent qui est en jeu. Hein, ça, faut pas se voiler la face là-dessus. Donc, c'est des Clairement. gens qui ont un certain pouvoir d'achat qui peuvent se permettre d'adopter. Quoi. Il faut quand même mettre des milliers de dollars pour pouvoir adopter un enfant. Et donc, de fait, on est ce qu'on appelle aussi des transfuges de classe en tant qu'adopté. Alors, des transfuges de classe, c'est-à-dire des personnes qui vont changer de classe sociale durant leur vie. Ça peut être soit ascendant, soit descendant. Donc, nous, on est plutôt vus comme des transfuges de classe ascendant parce qu'on est adopté par, euh, par, euh, par des classes moyennes, voire aisées, bourgeoises dans des pays occidentaux. Et du coup, voilà, on est vu clairement comme des privilégiés, donc on peut pas dénoncer ce système en quelque sorte. Et moi, j'ajouterais juste un truc là-dessus aussi, c'est que moi, je bosse avec des enfants et des parents adoptés, et sur le thème du racisme, justement. Et en fait, j'ai pu faire pas mal d'observations pendant les différents ateliers en fait qu'on a fait avec des parents ou ma méthodologie de travail. Et j'ai remarqué que ils sont quand même très très assimilationnistes au niveau où ils veulent vraiment qu'on devienne des blancs. Et ça se voit vraiment dans l'argumentation en fait qu'ils ont. Par exemple, on va demander, je sais que j'avais fait des questionnaires en fait à des parents et on avait mis une question qui est piège pas piège et c'était est-ce que votre enfant est émigré? Oui, non, pourquoi? Et c'est vrai que les réponses, ça a été. Les gens vraiment disaient non, mon enfant est espagnol. Et t'es là, mais oui, mais tu peux être aussi migrant et espagnol, machin, et je sais pas quoi. Enfin, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose derrière de euh, non, mon enfant est espagnol n'est rien d'autre, il est juste espagnol, il n'a pas besoin de connaître sa culture d'origine parce que nous, on est ses parents et c'est comme si moi, je l'avais fait naître dans ma maison. Donc, sa culture, c'est ça, point barre. Et j'ai été surprise parce que je pensais pas que c'était autant ça. Je pensais que les gens avaient un petit peu avancé sur ce genre de principe et pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et c'est vrai que c'est un truc qui est assez récurrent en fait, que moi j'ai pu remarquer. Je trouve que les adoptés, on est très blancs dans nos comportements, dans la manière d'être, de penser, nos manières relationnelles, avec qui on est marié, euh, tous ces trucs-là, on est vraiment très très blancs. Et donc, pour moi, c'est plutôt oui, c'est ça, c'est une conséquence tout ça de l'adoption. Mais c'est intéressant là ce que tu dis sur le fait que les parents étaient étonnés finalement de voir que les parents adoptants n'étaient pas au fait de tout ça, quoi. Enfin, sur les questions de bah non, mon enfant est forcément que espagnol. Et je pense que c'est pareil en France, ça relève aussi d'une forme d'universalisme, un universalisme un peu oppressif, c'est-à-dire Mhm. qui n'a qu'un seul modèle en fait, qui n'a qu'une seule identité, comme si on pouvait être que français, quoi. Et enfin, juste à titre de comparaison, on sort un petit peu du thème de l'adoption en parlant de ça, mais tu sais, quand il y avait eu avec la Coupe du Monde, là, l'équipe de football, où il y avait eu des critiques comme quoi c'était Ah oui. des racistes, comme quoi c'était l'Afrique qui avait gagné. Voilà. Et puis, je sais plus, un membre du gouvernement qui avait dû dire que non, non, c'est des Français avant tout. Bon, d'ailleurs, les joueurs de foot sont français quand ils gagnent, ils sont noirs et arabes quand ils perdent, mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. C'est Mais grand que du classique. coup, il y avait Trevor Noah, là, l'humoriste sud-africain qui avait repris ça en disant mais Ah oui. on peut être à la fois français et africain en fait, c'est quoi le problème? Bah là c'est pareil, on peut être français et autre chose. Enfin, et donc tu vois, c'est toujours ce truc, cette image de l'universalisme un peu ouais, qui impose une Bah, seule parce identité. ouais, ils essayent de nous faire rentrer dans des patrons très fermés, mais dans lesquels clairement on rentre pas, on rentre pas du tout. Après, je suppose que clairement, en fonction des certaines racialités, en fonction de passing ou pas de passing, il y a des choses qui doivent plus ou moins bien se passer, mais je pense que c'est quand même assez toxique de créer ça dans une personne en fait. Et surtout que je pense que ça crée un peu des conflits qui sont pas nécessaires. C'est c'est pas des identités qui sont incompatibles en fait. C'est pas des choses qui doivent être
forcément opposés dans les dynamiques et c'est des choses qui peuvent être totalement compatibles l'une avec l'autre. Et juste à titre d'exemple aussi, pour montrer le côté un peu pervers de l'utilisation de cette assimilation. Alors, il y a Vincent Cassel, l'acteur, en fait, il nous a montré qu'il était négrophile, là, il n'y a pas longtemps, mais en fait, il était aussi atteint, on va dire, de yellow fever. Et il avait dit clairement que lui, il préférait sortir avec des adoptés asiatiques parce que justement, il y avait à la fois ce côté, tu vois, cette utilisation du corps de la femme asiatique, mais au niveau de la culture, quand il avait les repas avec la belle famille, il pouvait boire son petit verre de vin, discuter de la culture française, tu vois, sans problème. Il n'y avait pas de dissonance culturelle avec la famille de sa copine, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est hyper vicieux, quoi, Wow. tu vois, l'utilisation, c'est raciste, clairement, et voilà, quoi. C'était aussi pour montrer comment on peut utiliser comme ça l'assimilation à son profit, quoi, en quelque sorte. Donc, pour continuer un petit peu sur les conséquences en fait de l'assimilation, ce qu'on peut, moi, ce que j'ai pu constater en fait pour ma part, c'est que du coup, le fait de grandir dans un endroit, enfin, dans une famille blanche, avec des personnes blanches dans son entourage, que ce soit les amitiés ou des choses comme ça provoque souvent en nous, j'ai remarqué qu'on a quand même pas mal de comportements racistes et classistes qui sont quand même très, très, très intégrés. Je pense qu'il faut vraiment pas partir sur l'idée que nos familles seraient nécessairement des gros fachos ou des personnes qui qui pourraient dire des insultes racistes très fortes, mais ça peut arriver dans ce qu'on pourrait penser une famille humaniste de gauche, mais juste du fait de grandir juste avec des personnes blanches qui sont déjà dans une classe sociale qui est moyenne ou haute, on répète les patrons parce qu'on grandit en fait, on grandit avec ces personnes-là. Et c'est vrai que c'est un problème que je pense que qui est assez dur à traiter entre nous parce que moi, par exemple, j'ai déjà essayé un petit peu de traiter de ce problème-là avec certaines personnes adoptées quand j'ai détecté ces comportements. Et je sais que souvent, ils ont du mal à se réviser eux-mêmes et souvent ça crée des situations de violence parce que je pense que c'est plus facile, entre guillemets, de projeter sur moi en me disant que je suis une raciste anti-blanche ou ce genre de dynamique plutôt que de se réviser soi-même. Et je pense que c'est vraiment un mécanisme complètement de protection de soi-même. C'est clair que qu'il y a un racisme intégré de par cette assimilation forcée de ce blanchiment aussi chez les adoptés et aussi il y a ce fait qu'on n'arrive pas à nommer quand on vit du racisme et ça crée une forme de déni aussi chez les adoptés en disant oh non non moi le racisme j'ai jamais vécu de racisme Ouais, c'est vrai ça. parce que du coup, on n'arrive pas à nommer les choses, parce qu'aussi, je pense qu'on n'a pas cette éducation, cette transmission de savoir qui peut se faire quand on a une famille qui est racisée, quand on a aussi une communauté peut-être de référence. Et nous, comme enfin voilà, on a été déportés, on a été acculturés et placés dans une famille blanche voilà, quand on est blanc, on fait partie de la norme, on fait partie des privilégiés sur l'échiquier racial et du coup, on a tendance à ne pas voir le racisme et donc forcément, on est incapable quand on est blanc, tant qu'on n'a pas fait ce travail de déconstruction, etc., de compréhension du racisme en tant que système, on n'est pas capable de transmettre des savoirs et d'éduquer nos propres enfants, quoi. Donc, je pense que quand on est racisé dans une famille blanche, il y a aussi ce truc-là de déni parce qu'on n'a pas eu cette éducation-là, on n'a pas eu les outils pour affronter le racisme et pour le comprendre et le dénoncer, quoi. Et autre chose aussi qui arrive, je pense que ça arrive aussi dans beaucoup de familles, si des enfants racisés, adoptés, vivent par exemple, on va prendre l'école, une situation de racisme, les parents ont souvent tendance à minimiser ou à dire que non. Et je pense que ça doit jouer aussi pas mal parce que du coup,
tu dois penser au final que c'est toi le problème ou que peut-être tu es en train de t'imaginer quelque chose. Et c'est un peu une annulation en fait du vécu des enfants dans l'école. Mais clairement, comme c'est des personnes qui n'ont pas été confrontées au racisme, qui ne savent pas ce qu'est le racisme et eux-mêmes exercent le racisme, et que je pense qu'ils voient littéralement leur enfant comme des blancs, je pense qu'ils ont du mal à projeter le fait que ces enfants-là puissent vivre du racisme. Mais ce qui peut créer justement des conflits internes pour les adopter, parce que comme ça peut créer des conflits internes pour les personnes racisées en général, quand on se retrouve face à des négations de situations de racisme. Donc, le point suivant, c'est moi qui l'ai un peu imposé à M4. J'avais envie de parler de l'adoptéphobie. Alors, l'adoptéphobie, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Moi, c'est un concept que j'ai découvert il y a quelques années, en 2015. C'est un un concept qui a été inventé par une adoptée américaine que j'ai rencontrée en Corée du Sud, qui s'appelle, donc qui a changé de prénom, qui s'appelle maintenant Seung-mi Cho. Anciennement, donc son prénom c'était Laura Klunder, qui est donc travailleuse sociale. Et moi, ce terme-là, quand je l'ai entendu pour la première fois, il m'a parlé. En fait, il m'a parlé. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression qu'il révélait un système. Parce que en fait, l'adoptéphobie, ça peut être considéré, si on devait le définir, comme un ensemble de clichés, d'images, de représentations qui vont altériser, qui vont stigmatiser et qui vont infantiliser les adoptés. Et en fait, je pense que c'est un terme qui englobe plein de choses, qui permet de montrer d'une part la narration dominante qui infantilise toujours l'adopté et donc qui nous silencie parce on est toujours maintenu dans cette position d'enfant. En fait, on n'est jamais considéré comme adulte pensant. On est toujours, enfin voilà, on est maintenu dans cette position un petit peu d'enfant qui doit être reconnaissant parce qu'il a été sauvé, d'une vie meilleure et donc il doit être redevable de ça. Ensuite, il y a aussi cette idée l'adoptéphobie comme système se retrouve aussi, je pense, au niveau de l'organisation des politiques menées dans ce qu'on appelle les pays sources. Donc les pays sources, c'est les pays d'où l'on vient, c'est-à-dire les pays qui envoient à l'adoption, et puis on a de l'autre côté les pays récepteurs, c'est ceux qui reçoivent, donc majoritairement des pays occidentaux. Et donc dans les pays sources, il y a aussi, je pense, une forme d'adoptéphobie, puisque dans beaucoup de pays sources, les adoptés sont invisibilisés en fait. Et nos problématiques sont invisibilisées et toutes les ressources pour nous aider à mener notre quête identitaire quand on retourne dans nos pays d'origine, ben, souvent elles sont faibles, elles sont très faibles en fait. Je parlais tout à l'heure du service de post-adoption. Moi, j'ai l'impression que c'est le service où les agents d'adoption mettent le moins d'argent. Pour l'avoir vécu moi-même, on a très très peu d'aide à ce niveau-là en fait. Ouais, pareil pour les cours de langue, on n'a pas forcément d'aide financière pour avoir des cours de langue, alors que la langue c'est quand même aussi un point hyper central dans notre quête d'origine et d'identité. Le refus d'accès à nos informations personnelles, ne serait-ce que nos données médicales, ça c'est aussi un truc qui revient chez tous les adoptés. De pas savoir, rendez-vous chez le médecin pour la première fois, un médecin qu'on voit pour la première fois qui nous demande quels sont vos antécédents médicaux. On est plein, tous les adoptés, c'est quelque chose qui revient, on n'a aucune information sur nos antécédents médicaux et c'est quand même un truc hyper important. Mais et le donc, problème je fais un petit encart, le truc c'est que ça peut être aussi compliqué dans le sens où dans les cas où on est souvent des enfants qui ont été volés, le problème c'est que j'imagine un peu la situation s'il relie la personne qui a signé les papiers, qui n'est pas notre mère, avec son passé médical, avec le nôtre. Imagine, ça peut créer vraiment des gros problèmes, mais c'est net que c'est vrai que cette situation, c'est une situation que moi j'ai vécue et que plein d'adoptions ont vécu. Mais ce que tu dis, oui, c'est le manque de transparence, il est aussi voulu parce que, en fait, s'il y a un manque de transparence au niveau des informations
sur nos histoires, c'est aussi parce il y a eu des histoires frauduleuses, quoi. Il y a eu ce qu'on appelle aussi des orphelins de papier, c'est-à-dire les orphelins de papier, c'est qu'on a construit une identité d'orphelin à des adoptés. On les a rendus orphelins, alors que dans la majorité des cas, faut pas oublier que les adoptés ne sont pas vraiment orphelins au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a toujours un membre de notre famille qui est vivant, quoi. Enfin, et que l'adoption ne peut pas être vue comme une solution comme ça, enfin, alors que de fait, c'est une séparation, c'est aussi important de le rappeler, quoi. Et donc, s'il n'y a pas cette transparence, c'est aussi parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des vérités qui dérangent qui soient mises à jour, en fait. Ah bah complètement. Ouais. Moi, après, c'était plus. Enfin, après, on en a déjà parlé toutes les deux. Mais moi, j'ai un peu tiqué, mais pas sur ce que tu expliquais, parce que je pense que c'est assez réel, toute cette situation. Et que je pense que c'est, comme tu disais toi, faut trouver des mots pour pouvoir nommer les choses, pour pouvoir en parler. Et je pense que c'est intéressant de au moins proposer quelque chose. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu tiqué juste sur le fait que, en fait, j'ai tout de suite pensé à la terminologie islamophobie et aux négrophobies qui peuvent être plus ou moins parallèles. Et je trouvais que c'était peut-être un peu trop fort. Parce que je pense que vraiment l'islamophobie ou la négrophobie, c'est très spécifique. Et donc c'est très bien tous les problèmes structurels qui sont derrière, du racisme structurel, qui sont derrière l'islamophobie et la négrophobie. Et c'est vrai que j'ai un peu tiqué sur l'emploi de ce mot. Par contre, toute l'idée qui est derrière, je trouve ça assez intéressant que ça soit des choses qui soient abordées. Non, mais je comprends ton point de vue. C'est juste que là, c'est vrai, pour l'instant, c'est important de nommer les choses. Et pour l'instant, c'est un outil conceptuel que j'ai trouvé qui me semble intéressant à utiliser, tu vois. Et bon, après, s'il y avait une autre formulation, pourquoi pas une autre formulation qui permette aussi d'englober un peu tout ça, tu vois, parce que ouais, la doctéphobie, ça permet, je trouve, de révéler un petit peu tous les rapports de domination qu'il y a dans ce système. Et je pense que si on définit une discrimination comme un refus d'accès à certains droits, je pense qu'on peut affirmer qu'on subit de la doctéphobie parce qu'on est privé. Je pense que ouais, la discrimination, mais pardon, hein, je te coupe, Ouais, ouais, non, mais mais la discrimination, mais par exemple, on n'a pas été historiquement dans les prises, enfin tu vois, des trucs comme ça. On a, Après, ça dépend des pays, hein, tu vois, parce que aux États-Unis, notamment, où il n'y a pas d'adoption plénière. Alors, l'adoption plénière, Ah oui, c'est vrai, c'est-à-dire les l'adoption États-Unis. totale. En France, on a une adoption plénière d'emblée, c'est-à-dire que dès qu'on est adopté, on est considéré comme l'enfant biologique de nos parents adoptifs, et donc on a accès à la citoyenneté, on a accès aux droits voilà, qui sont liés à cette citoyenneté française. On a aussi, on va bénéficier aussi au même titre que les enfants biologiques de l'héritage au cas où il y en a un. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont conséquentes en fait à l'adoption plénière. Aux États-Unis, il n'y a pas ça en fait. Et du coup, ce qui fait que, tu vois, je pense que l'adoptéphobie, c'est pas avoir que forcément dans un contexte européen où je pense que c'est un concept qui doit être manipulé et analysé en fonction peut-être aussi des autres situations dans les pays. Et tu vois, aux États-Unis, tous les adoptés n'ont pas accès à la citoyenneté, ils n'ont pas accès aux aides sociales, aux droits de vote, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'adoption plénière et que les parents adoptifs doivent faire des démarches pour que leurs enfants deviennent des citoyens américains. Et donc, ce qui fait qu'il y a des adoptés qui se retrouvent comme ça à découvrir à leur majorité qu'ils ne sont pas américains et donc ils sont dans l'illégalité aussi. Et il y a aussi des adoptés qui, dès qu'ils ont un problème avec la justice, vont être renvoyés, expulsés. Là, notamment, Ouais, par j'ai vu exemple, certains cas. voilà, le cas de Adam Crasper en Corée du Sud qui a été envoyé comme ça. Mais moi, quand j'étais en Corée du Sud, j'en ai rencontré plusieurs, hein, des cas d'Américains comme ça qui étaient déportés en Corée du Sud et dans un pays où ils connaissent pas la langue, voilà quoi, où ils sont séparés de leur famille Ça me aussi. fait un peu penser à l'histoire avec, c'est pas exactement pareil, hein, mais ça a des similitudes avec les personnes jamaïcaines en Angleterre,
qui voulait renvoyer, tu sais, c'était quand ça? C'était l'année dernière ou l'année d'avant? Quand ils ont commencé tout le bordel du Brexit, en fait, c'est des personnes, c'est des personnes jamaïcaines qui avaient migré en fait en Angleterre, donc qui avaient la nationalité, mais les enfants en fait, je crois, ne l'avaient pas. Mais ils étaient là depuis 2 générations, je crois déjà. Et avec tout le bordel du Brexit, bah, ils ont commencé à renvoyer des personnes en Jamaïque, mais c'est-à-dire des personnes qui, leurs parents avaient vécu toute leur vie là-bas, eux ne connaissaient absolument rien d'autre. Et c'est des situations un peu pareilles. Et je crois qu'en Espagne, il y a certains processus qui sont pareils, hein, qu'aux États-Unis. Il faudrait que je Ouais, tu veux dire qu'il n'y a vérifie pas exactement, d'adoption mais plénière, il y a pas il y a d'adoption l'adoption plénière en Espagne. plénière, mais en fait, des histoires comme ça, j'en ai entendu aussi. Donc, il faudrait que Mm. je vérifie un petit peu tous les cas. Mais je crois que j'ai déjà entendu des cas qui sont similaires. Et je sais que, par exemple, l'acquisition à la nationalité est différente en Espagne, par exemple, qu'en France. Parce que j'ai des amis à moi qui ont grandi ici et qui sont nés ici. Et par exemple, il y a quelques années de ça, qui me disaient ah bah non, Anne-Cat, moi, je peux pas voter. Donc, bon. Ah Je ouais. pense que ça doit sûrement jouer aussi Mm. sur bah, tous les mécanismes et tous les patrons légaux qui sont liés avec l'adoption, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, donc voilà, je pense que c'était intéressant quand même d'en parler et au moins d'évoquer l'existence de ce concept. À voir Complètement. s'il sera utilisé par d'autres, enrichi ou discuté, voilà. Mais je pense que c'est quand même ça a son Bah, qu'on intérêt puisse quand le même. débattre, quoi. Oui, voilà. Complètement.